Faut que ça bouge, info, constat, analyse et solutions. Pour comprendre la dégradation des hôpitaux en France, il est essentiel de la situer dans le contexte plus large de l'évolution du système de santé et des politiques publiques. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, et en particulier à partir des années 1950, la France entre dans une période de forte croissance économique, les 30 Glorieuses. Cette ère est marquée par une volonté de reconstruction et de modernisation, et le système de santé n'échappe pas à cette dynamique. La réforme Debré de 1958 est emblématique de cette période. Elle vise à moderniser l'hôpital en le liant étroitement à l'université et à la recherche, créant les centres hospitaliers universitaires, CHU. L'objectif est de développer une médecine de pointe et d'améliorer la qualité des soins. Cela entraîne d'importants investissements dans les infrastructures, la technologie et la formation du personnel. Le nombre de lits d'hôpitaux augmente considérablement. Aux alentours de la fin des années 60, 180 000 lits supplémentaires sont créés. L'hôpital devient le pivot central du système de soins, accessible à tous grâce à l'essor de la sécurité sociale, créée en 1945, qui prend en charge une part croissante des dépenses de santé, passant de 51% en 1950 à 80% en 1980. L'accent est mis sur l'humanisation de l'hospitalisation. Les grandes salles communes sont progressivement remplacées par des chambres plus petites, offrant plus d'intimité aux patients. Pour faire fonctionner ces structures en pleine expansion, le nombre d'agents hospitaliers double entre 1954 et 1970, passant de 150 000 à 300 000. Si les années précédentes ont été celles de l'expansion, le début des années 1980 marque un tournant. La croissance économique ralentit, et le coût de l'hôpital devient une préoccupation majeure. L'hôpital, qui avait bénéficié d'un financement généreux pendant les 30 Glorieuses, commence à être perçu comme une charge de plus en plus lourde pour les finances publiques. Les dépenses de santé augmentent de manière significative et des mesures de maîtrise de leur croissance commencent à être envisagées. La loi hospitalière de 1970 est un jalon important. Elle vise à rationaliser le système hospitalier par la création d'une écarte sanitaire censée mieux répartir les équipements et éviter les doublons. Elle renforce également le rôle du directeur d'hôpital, le rendant représentant légal et ordonnateur des dépenses, une première étape vers une gestion plus administrative. Les pressions sur le personnel commencent. Malgré l'augmentation des effectifs, le rythme de travail reste intense et les conditions de travail peuvent être difficiles. Des tensions commencent à apparaître, notamment concernant la charge de travail, le manque de reconnaissance et les rémunérations. Le sentiment de faire des choses qu'ils désapprouvent peut émerger chez certains professionnels. Le début de la logique gestionnaire et se pointe à partir des années 1980, une nouvelle approche commence à émerger, influencée par des théories managériales. L'hôpital est de plus en plus considéré comme une entreprise et l'accent est mis sur la performance et la maîtrise des coûts. Un changement majeur dans le financement intervient avec la loi de 1983, qui introduit la dotation globale. Ce système de financement forfaitaire vise à plafonner les dépenses hospitalières. Si l'objectif est de maîtriser les coûts, cela peut également avoir pour effet de freiner le développement des activités et d'inciter à une gestion plus restrictive des ressources. Ce mode de financement est souvent critiqué pour ne pas inciter au développement de modes de prise en charge moins coûteux, comme les soins ambulatoires. La dégradation des hôpitaux français est un sujet complexe, marqué par des évolutions législatives, des contraintes budgétaires croissantes et une transformation profonde de la gouvernance et de l'organisation des soins. C'est à partir du milieu des années 1980 que l'hôpital commence à prendre des traits plus proches de ceux d'une entreprise. La gestion se professionnalise et les termes de performance et de rationalisation y font leur apparition. Ces réformes visent à moderniser la gestion interne des hôpitaux publics, à renforcer l'autonomie des établissements et à rapprocher leur fonctionnement de celui des structures privées. La création des agences régionales d'hospitalisation, ARH, en 1996, puis la mise en place de la tarification à l'acte, T2A, en 2004, vont profondément modifier le mode de financement et de pilotage des hôpitaux. L'objectif est de maîtriser les dépenses de santé et d'inciter les établissements à l'efficience, autrement dit la rentabilité. La pression budgétaire s'intensifie. Les gouvernements successifs, dès le milieu des années 90, ont été accusés d'avoir favorisé une mise en faillite de l'hôpital public. Une des conséquences visibles de cette logique est la fermeture progressive de lits d'hospitalisation complète. Par exemple, près de 4200 lits ont été fermés en 2018, même si des places d'hospitalisation partielle ont été créées en parallèle. Malgré les efforts de rationalisation, les hôpitaux publics ont souvent affiché des déficits importants. En 2019, le déficit cumulé des hôpitaux publics atteignait 569 millions d'euros. Le secteur privé prend une place grandissante, avec des groupes financiers investissant dans les cliniques, la biologie médicale, la radiologie, etc.
Cela soulève des questions sur l'équilibre entre l'intérêt public et la logique de rentabilité. Pression sur le personnel. La recherche de productivité et la réduction des effectifs ont entraîné une augmentation de la charge de travail pour le personnel soignant. Cela se traduit par un absentéisme élevé et un sentiment de perte de sens des missions, contribuant à une ambiance délétère. La pandémie de Covid-19 n'a fait qu'amplifier des phénomènes déjà existants, mettant en lumière la fragilité du système hospitalier français. Même si les dépenses ont fortement progressé pendant et après la crise sanitaire, en partie grâce au Ségur de la santé, les hôpitaux restent confrontés à des défis financiers importants, notamment en matière d'investissement pour le renouvellement du patrimoine. La saturation des urgences est devenue un problème majeur, avec des patients parfois contraints d'attendre des heures sur des brancards. Des décès inattendus ont même été signalés faute de prise en charge rapide. Le système de santé est parfois qualifié de dangereux. Les conditions de travail difficiles, le manque de reconnaissance et les salaires jugés insuffisants, surtout par rapport au secteur privé, rendent l'attractivité des métiers de la santé compliquée. Les prémices de la désertification médicale et hospitalière commencent dans certaines zones, la concentration des services hospitaliers et la diminution du nombre de médecins aggravent l'accès aux soins. Au départ, l'hôpital français s'est structuré et s'est développé. Les décennies suivantes ont été marquées par une volonté de maîtriser les dépenses et d'introduire des logiques managériales, parfois au détriment de l'humain et de la qualité des conditions de travail. Aujourd'hui, le système hospitalier est confronté à une crise profonde, nécessitant des réformes structurelles et des investissements massifs pour garantir la qualité et l'accessibilité des soins pour tous. Voici quelques pistes de solutions, souvent évoquées par les professionnels de santé, les experts et les rapports officiels. Il faut revoir le financement et la gouvernance. Sortir de la logique purement T2A, tarification à l'acte, en privilégiant la quantité d'actes plutôt que la qualité des soins ou les spécificités des pathologies complexes. Il est nécessaire de trouver un modèle de financement plus mixte, qui intègre des financements pour les missions d'intérêt général, enseignement, recherche, urgence, permanence de soins, la qualité des soins, la prévention et la coordination ville-hôpital. Une part du financement basé sur des objectifs de santé publique et un financement des missions sont des pistes à explorer. Redonner de l'autonomie et du pouvoir aux équipes médicales et soignantes, la centralisation excessive et la bureaucratisation de l'hôpital ont été pointées du doigt. Il s'agit de redonner du pouvoir décisionnel aux chefs de service et aux équipes de terrain, en les impliquant davantage dans les décisions stratégiques et l'organisation quotidienne. Un tandem médical et administratif à la tête des hôpitaux, avec une place plus importante au conseil d'administration, est une proposition. Investir massivement dans les infrastructures et les équipements. La vétusté de certains bâtiments et équipements hospitaliers est un frein à l'amélioration des conditions de travail et de l'offre de soins. Un plan Marshall est pour l'hôpital est souvent réclamé pour moderniser le parc hospitalier. Améliorer les conditions de travail et l'attractivité des métiers. Revaloriser les salaires et les carrières. Le Ségur de la santé a marqué un premier pas, mais des efforts supplémentaires sont nécessaires pour rendre les salaires attractifs et compétitifs, notamment par rapport au secteur privé. La revalorisation du travail de nuit et de la permanence des soins est également cruciale. Renforcer les effectifs, c'est un point central. Il faut augmenter le nombre de soignants, infirmiers, aides-soignants, pour alléger la charge de travail, réduire le burn-out et améliorer la qualité des soins. Cela passe par une augmentation des capacités de formation et un meilleur accompagnement des étudiants. Améliorer la qualité de vie au travail, réduire la charge administrative des soignants grâce à des outils numériques performants, réorganiser les plannings et les organisations de travail en concertation avec les équipes, favoriser la formation continue et le développement de compétences. Lutter contre l'intérim excessif. Restreindre la possibilité d'exercer en intérim en début de carrière pour les professionnels de santé peut inciter à des engagements plus stables au sein des établissements. Repenser l'organisation des soins et la place de l'hôpital dans le système de santé. Renforcer la médecine de ville et les parcours de soins coordonnés. Une meilleure coordination entre l'hôpital et la médecine de ville, médecins généralistes, spécialistes, infirmiers libéraux, etc., est essentielle pour désengorger les urgences et assurer une prise en charge globale et continue des patients. Le développement des communautés professionnelles territoriales de santé, CPTS, et des maisons de santé pluriprofessionnelles, MSP, est une voie. Développer la prévention et la promotion de la santé. Investir davantage dans la prévention permettrait de réduire le recours aux soins hospitaliers pour des pathologies qui pourraient être évitées ou prises en charge plus tôt. Mieux gérer les urgences. Mettre en place une régulation médicale unique ville-hôpital par territoire. Organiser des filières spécifiques pour les personnes âgées ou fragiles aux urgences et développer l'accès aux soins non programmés en ville. Adapter l'offre hospitalière aux besoins locaux. Une planification plus fine, en adéquation avec les spécificités démographiques et sanitaires de chaque territoire, est nécessaire pour éviter les déserts médicaux et hospitaliers. Développer les innovations et la télémédecine.
La télémédecine, la téléexpertise, la téléconsultation peuvent offrir des solutions pour améliorer l'accès aux soins, notamment dans les zones isolées, et optimiser le temps médical. Promouvoir une culture du soin centrée sur le patient. Impliquer davantage les patients et leurs aidants, les patients doivent être considérés comme des acteurs à part entière de leur parcours de soins, avec une meilleure information et une implication dans les décisions qui les concernent. Améliorer la communication et l'empathie. Des efforts sont nécessaires pour cultiver une communication plus ouverte et des soins plus compatissants, qui tiennent compte des besoins émotionnels et individuels de chaque patient. Ces solutions ne sont pas exclusives et nécessitent une volonté politique forte et une concertation de l'ensemble des acteurs, professionnels de santé, usagers, institutions, décideurs, pour être mises en œuvre de manière cohérente et durable. L'objectif est de retrouver un service public hospitalier qui soit à la fois performant, humain et accessible à tous. Estimer le coût total et la durée nécessaire pour une réforme globale de l'hôpital en France est un exercice complexe, car cela dépend de l'ampleur des mesures envisagées, de leur ambition et des choix politiques. Cependant, en se basant sur les différents plans et rapports existants, on peut donner des ordres de grandeur et des délais. Coût estimé, plusieurs dizaines de milliards d'euros. Le coût d'une refonte profonde se chiffre en dizaines de milliards d'euros répartis sur plusieurs postes clés, la revalorisation des salaires et amélioration des conditions de travail. Ou un rapport de l'Institut Montaigne, 2022, estimait qu'une revalorisation de 10% des salaires des soignants coûterait environ 1,7 milliard d'euros par an, soit 8,7 milliards d'euros sur un quinquennat. Au-delà des salaires, l'amélioration des conditions de travail, réduction de la charge administrative, augmentation des effectifs, investissement dans le matériel du quotidien représentent des coûts de fonctionnement récurrents importants. Investissement dans les infrastructures et les équipements. Les plans et Hôpital 2007 et Hôpital 2012 y avaient engagé environ 8 milliards d'euros d'aide à l'investissement. Le Ségur de la Santé a prévu 19 milliards d'euros sur 10 ans, dont 9 milliards d'euros pour financer de nouveaux investissements dans les établissements de santé, 7,5 milliards pour des investissements structurants et 1,5 milliard pour l'investissement courant sur 2021 à 2025. Cependant, les hôpitaux publics ont un besoin d'investissement bien supérieur. En 2022, les investissements s'élevaient à 5,1 milliards d'euros, mais ce montant reste inférieur au niveau observé entre 2009 et 2012, autour de 6,5 milliards d'euros annuels. Il est souvent avancé qu'un niveau d'investissement autour de 6,5 milliards d'euros par an serait nécessaire pour les années à venir pour rattraper le retard et moderniser le patrimoine hospitalier. La Cour des comptes a souligné que les projets d'investissement structurants sélectionnés par les ARS pour la période 2021 à 2029 représentent des montants très élevés, 27,2 MD euros, suggérant un besoin d'investissement massif. Reprise de la dette hospitalière. Le plan et investir pour l'hôpital, 2019, prévoyait déjà la reprise de 10 milliards d'euros de dette hospitalière sur 3 ans. Des besoins supplémentaires pourraient apparaître si les déficits persistent. Renforcement de la médecine de ville et coordination ville-hôpital. Au développement de la prévention et de la promotion de la santé. Un changement de paradigme vers plus de prévention nécessiterait des budgets dédiés, notamment pour des campagnes de santé publique, le dépistage et l'éducation thérapeutique. Cela pourrait se chiffrer en centaines de millions d'euros annuels supplémentaires. En synthèse, un véritable plan pour l'hôpital et le système de santé pourrait se situer dans une fourchette de 50 à 100 milliards d'euros sur une décennie, si l'on inclut les investissements lourds, la revalorisation durable des personnels, le désendettement et le renforcement des structures de ville. Durée estimée, une décennie au minimum, voire plus. La transformation du système de santé est un processus long et complexe, qui ne se résout pas en quelques années. Réforme structurelle et de financement, 2 à 5 ans pour la mise en place, effet sur 10 à 15 ans. La mise en place d'un nouveau mode de financement, moins dépendant de la T2A, prendra du temps. Le processus est déjà en cours avec la volonté d'évoluer vers un modèle plus mixte. La conception, la phase pilote et le déploiement sur l'ensemble du territoire prendra plusieurs années. Les effets complets sur la régulation de l'offre de soins et le comportement des acteurs se verront sur une dizaine d'années. Ressources humaines, 5 à 15 ans pour des effets significatifs. La formation de nouveaux professionnels de santé, médecins, infirmiers, aides-soignants, prend du temps. Former un médecin prend 9 à 11 ans. Pour un infirmier, c'est 3 ans. Il faut donc anticiper ces besoins et augmenter les capacités de formation dès maintenant. Les effets sur les effectifs disponibles et la charge de travail ne se feront sentir qu'à moyen et long terme. L'amélioration de l'attractivité des métiers et la fidélisation des personnels actuels est un processus continu. Investissement matériel et immobilier, 5 à 10 ans par projet, cumulé sur 15 à 20 ans pour l'ensemble du parc. La rénovation ou la construction d'un hôpital est un projet lourd qui peut prendre de 5 à 10 ans entre la conception et la livraison.
Moderniser l'ensemble du parc hospitalier français prendra plusieurs décennies. Les plans d'investissement sont souvent étalés sur 5 à 10 ans. Transformation des pratiques et de la culture, 10 à 20 ans. Changer la culture managériale, redonner du sens au travail, améliorer la coordination ville-hôpital et faire évoluer les mentalités prend du temps. C'est un processus de fond qui nécessite une mobilisation continue de tous les acteurs. En conclusion, il ne s'agit pas d'une dépense unique ni d'une solution rapide. La dégradation actuelle est le fruit de décennies de sous-investissement et de réformes parfois inadaptées. Une inversion de tendance rédible et pérenne nécessiterait un engagement financier pluriannuel très significatif, étalé sur au moins une décennie, voire 15 à 20 ans, pour que les effets se fassent sentir pleinement sur le terrain et que le système retrouve son équilibre et sa capacité à répondre aux besoins de la population. Faut que ça bouge, info, constat, analyse et solutions.